Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 27 juillet 2023. Est-ce que c'est une belle journée? Non, du côté météo, pas tellement parce qu'il pleut, mais par contre, la température, ça s'est calmé un peu. Et donc, c'est plus ou moins positif. Mais c'est pas ça. Le positif, c'est que M. Powell, hier, a augmenté les taux d'intérêt de 25 points de base. Ça, c'était ultra prévu. Et le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu indifférent. Il a continué à monter. Regardez le graphique. Ça, c'est le SPY, l'indice donc du marché nord-américain qui influence naturellement le marché canadien. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il avait fait un sommet, quelque chose comme en décembre, je crois, ou en décembre ou en janvier 2022. Et il était à peu près à 470, et puis à présent, il est pratiquement à 456 à peu près, ou 458. Donc, voyez-vous, il a tout récupéré. On est doublement content parce que nous, on est gestionnaire de portefeuille et on n'a pas cru le fait que l'augmentation des taux d'intérêt pouvait faire reculer l'économie. Mais il y avait un tel battage publicitaire dans le sens que tout va mal, tout devient négatif. Et puis finalement, on se sentait un peu en état d'infériorité là-dedans. Mais en réalité, on avait raison. Il y avait absolument les taux d'intérêt. D'abord, ce n'est pas des taux d'intérêt à 18 comme c'était en 1981. C'est des taux d'intérêt normaux. La moyenne des taux d'intérêt depuis 50 ans est à peu près 6 et donc entre les hauts et les bas. Donc là, nous sommes à 5,25, quelque chose de comme ça aux États-Unis. Et le Canada ben, se maintient lui aussi. Donc finalement, ça se peut aussi, on pense, que M. Powell, la prochaine fois, en septembre, à la prochaine réunion, il n'augmentera pas les taux. Ben là, c'est trop tôt pour le dire, mais quand même. Lui, il a dit qu'il va suivre les statistiques, comme s'il n'avait pas fait ça avant. Mais toujours, son objectif, c'est d'arriver à 2 de taux de chômage, de taux d'inflation, parce qu'il considère que ça, c'est la normalité d'avoir ça. Mais si c'est plus haut que ça, ben c'est de l'inflation. Est-ce qu'on y arrive? Probablement oui. Est-ce qu'on y arrive grâce au taux d'intérêt qui monte? Est-ce qu'on y arrive parce que les gens dépensent moins? On verra qu'est-ce que c'est. Mais finalement, c'est une bonne nouvelle, le fait que le marché continue de monter, malgré la hausse des taux d'intérêt. Et ça, comme je vous dis, ça met un peu en difficulté les grandes banques centrales, les banques américaines, lesquelles avaient autrefois dit qu'ils étaient pour une récession et puis qu'on s'en allait mal et puis tout ça. Et là, ils ont dû admettre, il y en a une, je pense, JP Morgan, a dû admettre il y a 2 jours là, que finalement, il s'était trompé. Il n'y a pas de récession. Est-ce que ça viendra un jour? Peut-être, mais pour le moment, l'effet de la hausse des taux d'intérêt n'a pas eu un effet encore en ce moment considéré négatif dans le sens de faire augmenter le taux de chômage et de ralentir l'économie et tout ça. On est loin de ça. On est dans le plein emploi, au moins aux États-Unis, mais au Canada aussi, pratiquement. Et puis, enfin, tout va très bien. Et puis, on dirait en quelques mots, pour dire un terme un peu vulgaire, on s'en fout de la hausse des taux d'intérêt de M. Powell. C'est à peu près ça que l'économie semble faire. Mais de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un sujet qui est tragique en quelque sorte pour 3 quarts de la planète. Vous devez savoir qu'à peu près plus que 3 quarts des pays dans le monde, ils sont dans une situation qui est celle qui est marquée dans le titre ici, le piège du revenu intermédiaire. Ça veut dire quoi ça exactement? D'abord, le terme est né avec la Banque mondiale en 2007. Si vous allez dans le site de la Banque mondiale ou les sites que vous avez ici comme référence, il vous dit que donc en 2007, on a parlé de ce problème. C'est quoi le problème du piège du revenu intermédiaire? C'est que selon le calcul, je crois toujours de la Banque mondiale, il y a naturellement un pays produit des biens, donc appelons-le le produit intérieur brut, le PIB. Et puis on prend le PIB du pays, on le divise par le nombre d'habitants et ça nous donne le PIB par habitant. Eh bien, selon la Banque mondiale, tous les pays dont le PIB se trouve entre 1 000 $ par année et 12 000 $ par année, US naturellement comme dollar, et finalement, il est considéré tomber dans le piège du revenu intermédiaire. Et si vous regardez les statistiques, ben, nous on vous les montrera. Ça, c'est le quatrième référence parmi celles qu'on vous a données. Et vous avez la liste de tous les pays avec le produit intérieur brut par habitant.
Et il vous montre que finalement, trois quarts ou 80% des pays dans le monde, ils sont dans cette situation-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste cette situation de piège du revenu intermédiaire? C'est une situation de développement économique. Et une fois atteint un certain niveau, il reste bloqué à ce niveau, ayant perdu son avantage concurrentiel. Qui l'a bien expliqué? Il l'a bien expliqué un certain M. Lewis, un économiste, lequel a dit, à un certain moment, disons, il y a le pays produit, par exemple, je ne sais pas, du cacao, juste le cacao, la plante du cacao. Donc, finalement, les gens, les habitants vont travailler finalement dans la récolte du cacao. Et puis, donc ça, la main-d'œuvre, petit à petit, cesse d'être disponible. C'est-à-dire, les gens partent de leur habitant dans lequel, je ne sais pas, ils faisaient n'importe quoi, ou peut-être rien comme revenu, et puis ils vont travailler pour une industrie de quelque chose qui exporte le produit. Et, et finalement, jusqu'à quand il y a assez d'habitants qui se transforment finalement d'agriculteurs à travailler dans des manufactures ou dans des plantaisons, enfin pour la récolte et puis tout ça, finalement, il y a, jusque-là, ça va bien. Naturellement, quant à toute la quantité de personnes disponibles à terminer, de grandir, enfin à terminer d'exister, enfin tout le monde se met à travailler pour l'industrie finalement, mettons, de production de quelque chose. Donc il y a donc il y a une augmentation rapide des revenus. Ça veut dire que les gens demandent un salaire plus élevé. En même temps, ça réduit il y a une contraction des marges bénéficiaires des entreprises et il y a la chute du niveau d'investissement. Finalement, ça veut dire quoi? Que la compagnie, le pays développe quelque chose, une industrie, en important peut-être une machinerie, comme ça. Et tout va bien, et puis jusqu'à quand il y a assez de main-d'œuvre disponible. Quand la main-d'œuvre disponible n'est plus disponible parce que tout le monde travaille là-dedans, et finalement les salaires commencent à augmenter, ben finalement les compagnies sont incapables de faire quelque chose de différent que continuer à être comme avant. Et donc il y a, comment dire, ça gèle le pays. Comment on peut dégeler cette situation? Ben, c'est politique, essentiellement politique. Il faudrait que, par exemple, le gouvernement, regardez que les solutions. Les solutions, c'est l'investissement dans des infrastructures physiques et humaines. Physique, ça veut dire faire des routes. Rien n'est plus troublant de voir, par exemple, le patron d'un pays africain qui a mettons, la Ferrari, et la Ferrari est parquée en avant de son édifice, de sa demeure, mais il n'y a pas d'asphalte dans la terre. Donc, ça vous donne un peu l'idée, c'est-à-dire il faut investir donc dans les infrastructures physiques. Il faut investir dans les humains, c'est-à-dire faire des écoles, étudier, finalement faire grandir les gens, créer, développer finalement la capacité des individus à pouvoir produire plus et mieux d'une façon avec une marge de bénéficiaires plus grande. Et donc il faut l'investissement physique et humain. Ensuite, les politiques sociales. Par exemple, avoir un salaire minimum plutôt que d'être misérable, l'avoir plus élevé. Ensuite, avoir une monnaie faible qui favorise les exportations. Ensuite, favoriser donc un bas taux de chômage et une croissance constante. Mais qui peut faire ça? Ce n'est pas la compagnie qui fait le cacao, enfin qui produit la plante. C'est le gouvernement. Ce sont les gouvernements qui ne sont pas à la hauteur. Les pays ne sont pas, politiquement, ne sont pas à la hauteur pour développer, finalement, d'une façon, enfin, pour graduer d'une façon plus élevée, finalement, la capacité du pays. Non, finalement, ils ne sont jamais, ces pays-là, les gens, pro capita, ils ne sont pas capables d'aller au-delà de 12 000 $ US constant de 2011. C'est ça que disait enfin, la Banque mondiale. Donc, c'est un problème dans lequel c'est difficile de sortir. Il y a des pays qui sont dans cette situation depuis 50 ans. Par exemple, vous avez l'Afrique du Sud qui est là-dedans. Vous avez, par exemple, le Brésil qui est là-dedans. Ça paraît des pays riches, mais en réalité, leur richesse ne justifie pas une croissance du produit intérieur brut par habitant. C'est comme s'il y avait des intérêts politiques à quelque part qui sont intéressés à rester les choses comme elles sont là et pas de développer.
Et c'est pour ça que ça explique peut-être l'immigration qu'ils ont en Europe actuellement, qui viennent de tous les pays du Moyen-Orient et qui viennent du nord de l'Afrique et de l'Afrique noire, comme on dit, centrale, qui viennent parce que finalement dans leur pays, ça ne bouge pas du tout. Ça reste là de toujours. Quelqu'un a le pouvoir, quelqu'un fait son argent là-dedans, et puis on s'en fout de tout le reste. Rien n'est plus scandaleux, par exemple, en Afrique du Sud, de voir, par exemple, il disait que quand Mandela est arrivé, c'était plein de rêves. Mais finalement, est-ce qu'après, les rêves se sont réalisés? Apparemment, ils ont dit, ben, on va développer l'éducation. Mais en développant l'éducation, les écoles, à un certain moment, c'est sorti un reportage où les enfants, par exemple, faisaient des écoles, pas des écoles, mais c'était semblant d'école, mais ils n'avaient pas de toilette. Ou la toilette était un trou, par exemple, et puis le risque, c'était de tomber dans le trou. Imaginez le mépris qu'il y a pour l'individu quand on fait des choses pareilles. Donc, c'est pour ça que ces pays restent comme ils sont, point final. Euh, qui peut les aider à sortir? Aucune idée. Aucune idée. On a beau dire qu'ils ont des défauts, mais puis finalement, le pouvoir politique est toujours le même. Et puis le pouvoir politique, c'est ce que c'est. Puis ensuite, il y a une révolution qui jette le pouvoir politique dehors, puis l'autre arrive et puis il ne change pas grand-chose apparemment. Enfin, donc ça se perpétue. Juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est, si vous allez à la référence numéro 4, la référence numéro 4, c'est le GDP per capita que vous avez ici. Regardez les pays. Donc, vous avez le GDP, le produit intérieur brut per capita en 2017. Mettons, le plus riche, c'est le Qatar. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'habitants, regardez, le GDP per capita, per habitant, c'est 61 000. Ce sont parmi les plus riches le Qatar, Macao qui était une ancienne colonie portugaise et qui aujourd'hui c'est un peu comme Hong Kong, et puis c'est essentiellement des maisons. Gare Italie à Macao, c'est quoi? C'est juste des casinos? Beaucoup de casinos. Ben, OK, ils sont riches. Regardez en Europe, le Luxembourg, comment est-ce qu'il est riche? 104 508. Le Singapour, ça va, mais à présent, descendez, ici, allez plus bas, et puis petit à petit, vous allez avoir dans la colonne du centre qu'on s'en va vers des chiffres de plus en plus bas. Naturellement, le Canada, nous sommes à 45 000, pas de problème. United Kingdom, 39 000. Ensuite, le Japon, ça va. Oman, ben, c'est un des pays, je pense, des pays qui se trouvent dans le Golfe. Ensuite, l'Italie, 32 000, Malta, ça c'est des pays européens. Ça descend, ça descend, ça descend. Et petit à petit, vous allez avoir, à partir du... non, plus, un peu plus haut, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, voilà. À partir ici de la Turquie, voyez-vous, ça fait partie de ces pays-là. Il est en dessous de 11 000. Notez bien que le 11 000, c'est en pouvoir d'achat de 2011. Mais ici, nous sommes en 2017, donc 10 373 de cette année-là, c'est encore moins de ce que c'était en 2011, final comme pouvoir d'achat. Ensuite, vous avez la Roumanie qui ne s'est pas développée encore, le Kazakhstan, la Croatie, c'est pas mauvais, mais regardez, la Russie est pratiquement un de ces pays-là. Le Chili, ça va mieux, beaucoup mieux, Panama, ça va très bien, mais si on continue à descendre, par exemple, prenant l'Iran c'est 5 000, donc on ne peut pas plus se payer dans la trappe, dans le piège du revenu fixe. Ensuite, vous avez, ça descend, ça descend. Enfin, c'est pour vous dire, si vous prenez par exemple, juste pour citer, si vous prenez par exemple, je ne sais pas, prenez, je ne sais pas, prenez la Chine, c'est le numéro 79. La Chine, voyez-vous, il est dans cette catégorie-là. C'est ça qu'on se demande toujours dans les journaux financiers. Est-ce que la Chine n'est pas dans le piège du revenu intermédiaire? Parce qu'il a une population monstre d'1,4 milliard. Il a un revenu, un total du PIB, que finalement est grand, mais très inférieur encore à celui des États-Unis. Mais les États-Unis ont juste 300 millions d'habitants ou 330 millions. L'autre, ils ont, mettons, 5 fois plus d'habitants ou 4 fois plus. Donc, c'est ça. La Chine est là. Ensuite, vous avez le Ghana, celui de mon étudiant. Le 139, regardez le 139. 139, Gary m'amène au 139 ici. Le Ghana, voyez-vous, c'est 1952. Si vous prenez les pays africains,
La plupart, je dirais tous, ils sont dans cette situation-là du piège du revenu intermédiaire. Moi, dans mes classes à l'université, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent de l'Afrique noire et qui me racontent de leur pays. Et les familles font n'importe quel sacrifice pour que leur enfant sorte du pays, puisse trouver des études ici, réussir ses études ici, s'installer ici, et naturellement représenter une fer de lance finalement pour faire émigrer peut-être toute la famille ou encore tout simplement pour avantager leur enfant. C'est tout un problème, je dois vous dire. Il y en a, comme je vous dis, quand je regarde dans mes classes d'étudiants, moi j'enseigne en finance au deuxième niveau de maîtrise en finance, et puis les étudiants, j'ai trois quarts de la classe, ce ne sont pas des Québécois, ce sont des gens qui viennent de la planète entière. Et c'est surtout des gens qui viennent d'Afrique et du Maghreb et tout ça. Et ils me racontent comment ça va dans leur pays. Vrai, pas vrai, ce qu'ils me racontent. Mais ça reste que c'est assez constant. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent, tous ces pays, dans le piège du revenu intermédiaire. Il n'y a pas de solution. Il faudrait changer la politique, il faudrait changer la structure, être démocratique. Mais ça veut dire quoi, être démocratique? Et ainsi de suite. Enfin, c'est tout un problème de culture, de société qui n'existe pas encore. C'est à peu près ça. Et voilà, quel est le pire du pire dans lequel il ne faudrait pas aller en vacances? Hein? Le pire du pire, ben là, c'est. Attends, le pire du pire, ben Cuba. Ben, ils disent quand même. Est-ce que c'est le pire du pire? Qui est disponible. Parce que non, le pire. Ah non, non. C'est le Central African Republic, le 185. Donc l'Afrique, la République de l'Afrique centrale. Ensuite, vous avez le Burundi. C'est ça. Moi, j'ai des étudiants qui viennent de là. Et le docteur, non, là, docteur, oh my God, c'est stupide. DR, c'est Democratic Republic of Congo. Oui, c'est ça. Et c'est 447. Je dois vous dire, je connais quelqu'un qui vient d'Afrique. Et puis, c'est une dame. Et la dame a 38 ans. Et pour réussir, finalement, il faut s'entendre comment les gens essaient de sortir de leur pays où ça ne marche pas. Dans le cas de cette dame, finalement, c'est l'Église catholique de, je ne sais pas, une paroisse du Québec qui avait des paroissiens qui se sont coalisés finalement pour garantir au fédéral et au provincial qu'ils paieraient toutes les dépenses de faire venir des gens. Donc, finalement, cette dame arrive ici et finalement, où est-ce qu'elle trouve une job qui lui rapporte pas mal, beaucoup, à tel point qu'elle envoie l'argent naturellement à sa famille en Afrique. Elle a trouvé une job dans le nord, grand nord canadien, là où il fait moins 40, moins 35, dans le Nunavut. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pèle il y a une société minière, et puis la société minière qui produit du fer, finalement, pas qui produit, mais les scores, c'est du fer, enfin, il y a beaucoup de fer là-dedans. Et puis, c'est ça. Donc, avec les immenses machines de Caterpillar, elle pèle finalement ces roches et les charge sur des camions. Les camions vont au bateau et les bateaux portent ça ensuite en Angleterre, entre autres, parce que c'est une société anglo-canadienne. Mais pour vous dire, combien se gagne? 130 000 à peu près par année. Imaginez 130 000 dollars par année, c'est immense. Surtout qu'elles ne dépensent rien parce que finalement, ils sont dans ces situations-là, ils sont bloqués 3 semaines par mois. Donc, ils ont une seule semaine de vacances, si on peut dire comme ça, pour revenir à Montréal, par exemple, tous les gens qui travaillent là. Mais pendant 3 semaines, tout est nourri, tout est logé. Donc, c'est pur. Donc, finalement, ça lui permet, elle, d'aider sa famille. Et puis Mais pour vous dire, ça c'est un exemple de ces pays, finalement, qui sont. Et ça, c'était une dame qui venait du Congo, de la République démocratique du Congo. Regardez le Niger. Le Niger, finalement, regardez, 374. C'est rien, ils meurent de faim, finalement, ces gens-là. Et voilà, dit tout ça. Est-ce qu'il y a une solution à tout ça? Aucune idée. Encore une fois, c'est une question de capacité du pays je ne sais pas, de savoir changer son mode de vie, son mode de faire. C'est qui a le pouvoir, finalement, n'a pas d'intérêt à faire des choses différentes de ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire de continuer le piège du revenu intermédiaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.